Alors j'appelle tout de suite Hugues Delplanque, responsable énergie-environnement de Loire-Atlantique Développement de CELA, et Jocelyn Boursier, directeur territorial de Enedis. Alors Hugues Delplanque, vous avez, après avoir travaillé à l'ADEME, vous êtes depuis plus de 10 ans en charge des questions énergétiques au sein d'un aménageur public, Loire-Atlantique Développement CELA, dépendant du conseil départemental de Loire-Atlantique. Et Jocelyn Boursier, vous êtes, après un passage à EDF, vous avez assuré des missions d'expertise pour Enedis, notamment pour faire émerger le démonstrateur Smart Grid en Vendée. Et vous êtes à la direction territoriale Vendée d'Enedis depuis mars 2019. Donc on va poursuivre sur le Smart, avec plutôt le Smart Building là maintenant. Et on a parlé ce matin de la Fleurier. Et donc j'avais promis qu'on allait en reparler cet après-midi. Donc on a 20 minutes sur la Fleurier. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de parler de la Fleurier en pays nantais, hein. Non pas que ce soit loin, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup au niveau national de ce projet. Donc ça fait plaisir de le présenter aussi localement. Je vais me présenter, enfin, je vais simplement ajouter deux petites choses sur le projet de la Fleurier. Le rôle que joue la CELA, SEM départementale, comme vient de le dire Pierre-Yves, est double en fait. On est aussi bien aménageur du cadre de vie que pilote énergétique sur ce projet. On a les deux casquettes, on est accompagné par un grand nombre de partenaires, dont au premier rang duquel Enedis, qui effectivement nous accompagne depuis 5 ou 6 ou 7 ans sur ce projet. Mais voilà les deux rôles qu'on tient à mener simultanément sur ce projet. Bon, je passe la présentation de l'agence. J'appartiens à une agence qui s'appelle Loire-Atlantique Développement. J'en viens directement au projet. Alors on bascule, on n'est plus sur l'île de Nantes, hein. On est à Carquefou. On est sur un contexte périurbain. On est en frange limite d'urbanisation à 800 mètres de l'Erdre. Et le programme qui s'est déployé depuis 1995 fait 2000 logements sur une centaine d'hectares. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de nous concentrer sur la partie neuve, sinon il y a tellement de choses à dire sur ce projet qu'on n'en finirait plus. Donc sur la partie neuve, ça démarre en 2011, 37 hectares, 650 logements, à peu près 10 000 mètres carrés de tertiaire, un centre équestre, une école de musique, un théâtre pas très loin, une base nautique. Bref, quand on y vit, on est quasiment dans un cadre vacancier. Ça fait penser au domaine des dieux dans Astérix. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, alors après, on a des défis à relever quand on fait cette opération, puisque cette opération, elle date de 2011. Donc tout ce qu'on va vous présenter, c'est du réalisé. Ce n'est pas du prospectif, ce n'est pas de l'étudier, c'est du réalisé. Alors aux 2 tiers réalisé, à vrai dire, sur la partie neuve. On a un premier défi que résume d'ailleurs très bien Pierre-Yves, c'est d'associer la qualité architecturale et la performance énergétique. La performance est à l'ingénieur, ce qui est la qualité pour l'architecte. Et ça, pour nous, en tant qu'aménageurs publics, on pense qu'on a une responsabilité particulière dans le pilotage et dans l'organisation des partenaires pour concilier les deux. Et je pourrais vous citer encore des dizaines d'exemples où finalement, ça ne fonctionne pas tant que ça, tellement les cultures sont différentes. Vous parliez, M. Villiers, tout à l'heure de l'aspect social, il y a l'aspect culturel. Moi, je suis un fervent défenseur de l'osmose des différentes cultures, puisque la culture de l'immobilier n'est pas la culture de l'aménageur, n'est pas la culture de l'énergéticien. Et donc, il y a un vrai travail à faire. Et la grande chance, c'est de pouvoir l'organiser au travers d'un projet concret. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a pris comme initiative auprès de Nantes Métropole dès 2011, alors que Nantes Métropole ne nous le demandait pas? L'initiative vient d'aménageurs, en l'occurrence. C'est de se dire on va construire le plus gros projet passif de France. C'est le cas. Aujourd'hui, il y a 350-400 logements quasiment livrés en passif. Pareil pour les lots libres, pareil pour les maisons individuelles, pareil pour les intermédiaires. Pareil, quel que soit le produit, la destination, c'est-à-dire qu'on est capable d'offrir, quel que soit le pouvoir d'achat, on en parlait tout à l'heure, des personnes, qu'on n'ait pas les moyens d'acheter jusqu'à un budget de 500 000 euros, un bâtiment qui soit passif et positif. Bon, on a mis des tonnes évitées, c'est le sujet. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous voyez bien que tout est améliorable. On peut améliorer le plan masse de cette opération. On peut probablement encore améliorer des choses. Mais si vous regardez bien ce que vous avez en face des yeux, vous avez un bâtiment où la performance énergétique est du niveau passif, avec une qualité architecturale et des matériaux suffisamment durables pour éviter, me semble-t-il,
une demi, voire une réhabilitation dans 40 ans. Et ça, c'est essentiel. Quand on parle de low-tech, quand on parle de low-carbone, si on évite, parce qu'on fait dans le neuf, parce qu'on parle beaucoup de l'existant, mais si on fait bien le neuf, pour éviter qu'on ait à réhabiliter dans 40 ou dans 60 ans, ça me paraît pas forcément idiot. Je continue. Un quartier énergie positive. L'engagement qu'on prend, c'est à partir du moment où on compresse au maximum la demande énergétique, on cale le plan masse, on cale les épanelages de toiture, de façon à ce que la totalité des consommations énergétiques à l'intérieur des logements, sans se limiter aux 5 usages RT, mais qui passeront bientôt, grâce à la RE 2020, en niveau E4 à la totale assiette, c'est-à-dire y compris les usages spécifiques, qui finalement pèsent plus que tout le reste aujourd'hui. Donc je ne vois pas pourquoi on ne les prendrait pas en compte. Le challenge qu'on a essayé de relever dès 2011, c'est de dire on prend le passif, donc on prend toute l'assiette de consommation et on la couvre en totalité par l'énergie renouvelable. Donc ce que vous voyez ici, c'est une photo, hein, c'est une vraie photo, hein, c'est ce qui est livré, quoi. Et vous voyez bien aussi le soin qu'on a pris pour préserver la biodiversité. Quand vous laissez autant d'espace naturel, vous laissez les droits aux végétaux de capter du carbone. C'est bien le sujet. Quand vous faites de l'intensité aussi forte que ça en périurbain, puisqu'on est sur des densités qui avoisinent parfois 60-70 logements en périurbain, avec la limite de l'acceptabilité de ceux qui habitent juste à côté, c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc, on voit bien qu'il y a des limites culturelles dans un contexte qui est périurbain, qui a d'ailleurs intéressé l'État quand ils nous ont remis le diplôme démonstrateur industriel ville durable et qui amène à faire des tas d'évaluations. Au bout du compte, ça va être 2,5 MW crête installés. Aujourd'hui, on est à 1,4. Les chiffres que vous présentera tout à l'heure, c'est Enedis. Les mesures ont été faites il y a 1 an et demi. On était à 900 kg. Voilà. Je continue. Vous allez CO2 éviter. Pour vous dire que c'est un réel plaisir d'organiser des projets comme ceux-là. Là, vous avez les 18 partenaires principaux du démonstrateur Ville Durable qui touchent toute la chaîne de valeur, comme on dit couramment. Encore faut-il les organiser. On fêtait ici, vous voyez, une plénière de l'évaluation de ce qu'on fait de ce projet. Parce que le DIVD nous permet, grâce à des crédits PIA et FEDER, d'évaluer année après année, programme d'investissement d'avenir et FEDER, d'évaluer année après année les réelles consommations, le confort, la santé, le taux de pénétration des énergies renouvelables, etc., etc. Je vais aller vite parce que ça passe très vite. Le nerf de la guerre, l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sur un projet comme celui-ci, la grande différence entre un projet où on n'associe pas autant les énergies renouvelables d'avec celui-ci, c'est que finalement, vous avez 3 bilans d'investissement sur un projet comme celui-ci. Sur n'importe quel projet d'aménagement, vous avez 2 bilans d'investissement. Je parle sous le contrôle de la Samoa, qui fait le même métier. On fait le même métier que la Samoa. On aura appris aujourd'hui que la Samoa contrôle Loire-Atlantique Développement. Voilà, peut-être. On fait exactement le même métier. La grande différence quand vous installez autant d'énergie renouvelable sur un quartier, c'est que finalement, vous avez 3 bilans d'investissement. Vous avez le bilan d'investissement sur espace public, c'est-à-dire tout ce qu'on a aménagé en tant qu'aménageur. Hein. Vous avez le bilan des promoteurs qui ont tiqué en 2012 ou 2013 quand on a affiché ce tel niveau d'ambition, je peux vous dire, un certain nombre de personnes ici qui le savent très bien dans cette salle, on y est arrivé. Et puis, vous avez le bilan lié à la production d'énergie renouvelable, puisque quand vous la déployez à un tel niveau, et j'ai pensé utile de vous dire 2 choses en fait cet après-midi, c'est d'abord vous donner les ordres de grandeur. 100 millions à peu près est consacré à l'immobilier sur cette opération, compte tenu du programme que je vous ai indiqué. 20 millions sur la partie espace public. Vous voyez bien l'espace public, un carrelage public, la voirie, et puis tous les tuyaux qu'on ne voit pas. Et puis 3 millions sur la partie énergie renouvelable. Donc vous voyez, c'est facile. Ce n'est pas 007 le nom de code, c'est 1, 2, 3, une centaine, 2 dizaines, 3 unités. Ça donne quand même les ordres de grandeur si on souhaite transposer ce type de quartier. Vous avez fait la moitié du parcours. Je suis à 10 minutes là ? Oui. Ok, ben ça tombe bien, j'ai fini. Ce qui nous intéresse, nous, on a 2 clients en fait. On a les clients, les utilisateurs finaux des logements qu'on fait livrer, et puis on a notre commanditaire qui s'appelle Nantes Métropole. C'est notre client amont. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de satisfaire les deux à la fois. Donc Nantes Métropole, qu'est-ce que dit Nantes Métropole, la ville de Carquefou aujourd'hui ? On a développé un cadre de vie qui semble être chouette, sans que ni Nantes Métropole, ni la ville de Carquefou ne mettent un seul euro, quel que soit le bilan, les 3 bilans d'investissement que je vous ai présentés. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Ça montre la transposabilité de ce type de quartier.
Ça, c'est fondamental. On a des choses à Lyon qui s'appellent Smart Grid, qui coûtent des dizaines de millions d'euros, où la moitié, c'est de la subvention publique. Moi, je suis désolé, mon rôle en tant qu'aménageur public, c'est d'essayer, par la péréquation générale de la programmation et par les types de montage, on a parlé tout à l'heure de tiers investisseurs, ce n'est pas la seule solution. Le challenge, d'ailleurs, de demain, c'est, à mon avis, de faire intervenir des tiers investisseurs, mais dont les kilowattheures bénéficient effectivement aux habitants. Et il n'y a pas que l'autoconsommation collective pour le faire. Autant le dire tout de suite. Ça a sonné comme étant la solution miracle. On s'aperçoit que l'autoconsommation collective, c'est très très bien, mais ça demande assez facilement de la subvention publique. C'est exactement ce contre quoi on se bat sur ce projet. On veut faire tout ça sans aucune subvention publique. Et puis, un dernier point, l'essentiel, le confort des habitants. Il y a énormément aujourd'hui de logements neufs qui sont livrés, qui certes consomment peut-être pas beaucoup de chauffage, mais qui surchauffent à fond l'été. Et du coup, qu'est-ce que font les habitants? Eh bien, ils achètent une clim et puis on explose les bilans. Aujourd'hui, je peux vous dire, on a fait des tas de films, des tas de témoignages d'habitants. Ça, c'est des vrais habitants que vous avez ici. Ils sont tirés des films que je vous invite à visionner parce qu'on n'a pas le temps, sur YouTube ou tout ce que vous voulez, sur le site de La Fleurier. Ces personnes, tout n'est pas parfait, je pense, mesurent la qualité du logement qui a été livré en toute saison en termes de confort, en termes de santé et en termes de consommation énergétique. Voilà, je vais passer la parole évidemment à Enedis sur la partie plus high-tech réseau, parce que ça c'est la partie plus cadre général. Oui, par là, c'est ça. Alors je suis pas le c'est vert. Oui, c'est le vert, c'est le vert. Non, parce qu'elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Tu veux te mettre là, c'est bien? Mais je peux me mettre là, oui, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc Jocelyn Boursier, on m'a présenté tout à l'heure. En fait, je suis directeur territorial Vendée, ce qui est effectivement un atout sur le sujet des problématiques smart, parce qu'on s'amuse beaucoup en Vendée sur les sujets smart grid en particulier. Mais je suis aussi responsable de l'équipe Grand Projet Pays de la Loire pour Enedis, à laquelle appartient d'ailleurs Emmanuel, qui a travaillé beaucoup sur ce projet avec lui. Donc ça a été effectivement un plaisir de travailler avec la TSELA sur ce projet-là, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est la qualité des partenaires. La deuxième raison, c'est le côté très réel, lucide, concret du projet. On n'est pas sur des éléments théoriques. Et le troisième aspect, c'est aussi la philosophie qui guide ce projet, qui est en fait une philosophie qui est tournée sur la qualité de vie des habitants, mais sur la société en général, sur un mode de vie. On parle pas nécessairement de microgrid, on est sur peut-être un microgrid, mais un microgrid qui est ouvert sur l'extérieur. On va voir quels échanges il y a avec l'externe, à travers le réseau de distribution et comment on arrive à valoriser tout ça. Donc en fait, c'est un quartier qui est exemplaire, mais qui n'est pas replié sur lui-même, et c'est aussi ce qu'on a aimé dans ce projet. Alors, c'est des slides qui sont peut-être un peu techos, mais c'était on s'est réparti les choses de cette façon-là. C'est assez logique que je travaille chez Enedis. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit globalement en fait le plan du réseau de ce quartier. On voit qu'on a installé notamment des centrales de mesure communicantes. C'était quelque chose de très nouveau en 2015, qui a préfiguré en fait ce qui est aujourd'hui le poste intelligent, le poste communicant chez Enedis, qui est en voie de développement, mais d'industrialisation plutôt. Donc en fait, c'est un travail qu'on a engagé avec Hugues dans le cadre de ce projet. On a fait aussi de l'ajustement de la tension, donc on a mis en place des lois de régulation de tension. Je vais vous en parler tout à l'heure, c'est un peu sioux, mais pas tant que ça en fait. Et puis on commençait à déployer Linky. En tout cas, en fait, on ne commençait pas à déployer Linky, on était en avance de phase par rapport au déploiement. Et on va voir pourquoi en fait Linky était indispensable dans ce projet et ce qu'il a pu apporter. Donc ici, sur ce slide, je vais me tourner par là, ça va être mieux. Sur ce slide, vous voyez en fait une courbe jaune et une courbe orange. Donc en fait, la courbe jaune, c'est la courbe d'injection du site, qui est en fait une courbe nettée de la consommation. C'est-à-dire en fait, c'est la courbe vue du réseau. Et donc qui est assez énorme. On était en fait sur la première phase du projet, donc aujourd'hui on va aller plus loin sur la production photovoltaïque, mais on voit quand même qu'on est sur un niveau de production qui est important. Ça veut dire qu'on renvoie de l'énergie sur le réseau. Donc au-delà de la vie du quartier, en fait, on maximise aussi le potentiel de toiture photovoltaïque sur ce quartier, ce qui est intéressant parce qu'on avait la possibilité de le faire, parce que vous savez que c'est pas toujours évident, il y a des problématiques de concurrence des usages sur les toitures. Les intervenants de tout à l'heure en ont parlé. Donc on avait la possibilité de le faire et ça peut être peut-être dommage de se limiter à une couverture simple, à des taux d'autoproduction qui couvrent simplement la consommation du quartier, quand on peut faire globalement profiter la société dans son ensemble de cette démarche de production qui va dans le sens de la transition énergétique. Il vous reste 5 minutes. Je parle énormément, c'est vrai. Donc je vais accélérer un petit peu. Et puis en orange, en fait, c'est la consommation de nuit, donc quand il n'y a pas de production photovoltaïque. Donc vous voyez, c'est un petit peu le problématique de l'intermittence qu'on voit ici.
enfin de l'intermittence, pardon, du caractère aléatoire de la production qui est là quand il y a du soleil, quoi. Donc en fait, ces aléas entre cette intermittence, ces aléas entre des niveaux de production forts et de consommation plus faibles posent des problématiques de tension qui sont représentées ici à gauche. En fait, chaque croix, c'est un niveau de tension spécifique. Donc en fait, ça veut dire que la tension n'est pas du tout homogène sur le réseau. Ça, c'est une problématique qui est liée à l'intégration forte d'énergie renouvelable. Et donc, on a développé dans le cadre de ce travail une loi de régulation de tension qui a permis en fait d'homogénéiser les tensions et de les ramener dans un spectre beaucoup plus étroit. Donc ça vous parle peut-être pas, mais si on essaie d'être un peu plus concret, ça veut dire que la qualité de l'électricité est meilleure pour les habitants de cette zone et pour éventuellement les personnes qui se trouvent à proximité de la zone et qui sont alimentées par le même réseau. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on est sur 400-420 volts de tension sur le réseau, ce qui est normal. Mais ça a permis quand même de tester notre capacité à réguler la tension sur des écarts beaucoup plus larges qui pourraient être très problématiques pour les habitants, leur matériel, etc. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que effectivement, je n'ai pas présenté Enedis, c'est peut-être pas trop la peine, on est gestionnaire de réseau de distribution sur 95% du territoire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a un métier qui évolue et qui change totalement aujourd'hui parce qu'on est en face d'une vraie révolution des usages où finalement l'ensemble des usages se localisent. Donc, on n'est plus sur de la production descendante, nucléaire ou autre, qui descend vers l'habitat. On est sur des habitats qui respirent autour d'eux et qui injectent, qui consomment différemment. On a aujourd'hui 250 000 voitures immatriculées, voitures électriques en France. Ça veut dire que le coût de l'électrique est tiré. On a 27 000 bornes accessibles au public, soit 1700, je crois, sur Pays de la Loire. Ça veut dire, dans quelques années, en 2035, 9 millions, 10 millions, 11 millions de véhicules électriques. Des véhicules électriques qui vont se recharger avec des bornes de 2-3 kVA, c'est-à-dire l'équivalent d'un chauffe-eau, ou des bornes de 200-300 kg, c'est-à-dire l'équivalent de 2-3 immeubles. Okay, donc ça veut dire que tout ça, il va falloir l'intégrer. Donc tous ces travaux-là, ils sont nécessaires. Il vous reste 3 slides et 3 minutes. Ouais, bah, c'est bon, j'ai pratiquement fini. Bon. Et puis 50 000 installations de ENR en Pays de la Loire. C'est énorme, c'est 1,9 gigawatts. Donc c'est énormément d'installations, dont 4 000 qui fonctionnent en autoconsommation individuelle. Je vais passer sur cette partie-là. On a travaillé aussi beaucoup sur les données et on a mis en place en fait, des outils sur mesure pour les habitants de ce quartier et pour surtout l'aménageur et les acteurs qui ont pu contribuer. Donc c'était un peu précurseur de la notion de BIM et de carnet numérique du bâtiment. Où, en fait, on intègre plein de données sur la consommation, la production, temps réel, par des mailles très fines et qu'on met à disposition. Aujourd'hui, une partie de ces données est en open data, mais on est allé plus loin dans le cadre du quartier Carrefour. Et puis, on a travaillé aussi sur la logique d'autoconsommation. Oui, et ça, on en a déjà parlé aujourd'hui. Simplement pour dire, j'entendais tout à l'heure qu'en fait, on était frustré en France sur la partie autoconsommation parce que c'était limité, etc. Sachez que la loi énergie et climat a été promulguée. Elle est toujours dans le délai, je crois, d'opposition, en tout cas de recours du Conseil constitutionnel. Mais néanmoins, elle ouvre le périmètre à 1 km de rayon, indépendamment du réseau. C'est-à-dire il s'agit d'un cercle autour des utilisateurs et non plus autour du réseau. Et ce n'est plus un dispositif expérimental, c'est un dispositif pérenne qui va avoir des évolutions d'ailleurs dans les prochains mois et prochaines années. Donc, et on attend un arrêté qui devrait sortir de façon imminente. Voilà, j'ai dû accélérer un petit peu, je suis désolé. Je passe la main à Hugues, peut-être qu'il y avait peut-être quelques mots de conclusion. Non, peut-être plus des questions. Si... Alors, on a une question de possible. Il y en a deux là. Allez, on y va. Micro juste derrière. Je voulais juste savoir qui étaient les 18 partenaires avec qui vous avez... Oh là là, la liste de 18. Non, mais c'est intéressant de savoir quel type de partenariat vous avez mis en place. Je ne vais pas les citer tous, parce qu'en une minute, ça va être difficile, mais vous viendrez me voir à la fin. Je vous les citerai si vous souhaitez. Non, mais là, j'aurais franchement pas le temps de donner les 18. Par contre, ce qui me paraît essentiel, plus de façon générale, c'est dans l'organisation générale de bien distinguer la commande qui vient de la collectivité et le pilotage qui est réalisé par l'aménageur, et d'associer le plus proche possible du pilotage d'expertise. C'est ça qui me paraît tout à fait déterminant dans ce qu'on a cherché à faire. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, c'est presque l'essentiel. Je vous donnerai alors, il y a les deux architectes pour les deux bâtiments collectifs, c'est Pellegrino qu'on a vu ce matin, et Magnum. C'est ça. Après, il faudrait citer à ce moment-là l'urbaniste, AUP, enfin bref, il faudrait tous les citer à ce moment-là. Donc, venez me voir à la fin, je vous les donnerai tous si vous voulez. Ils sont disponibles sur Internet aussi, sur la page. C'est ça. Toutes les informations sont disponibles. Si ta question est très courte. Est-ce que le lissage de la tension induit une perte de rendement ?
est-ce que le lissage de la tension induit une perte de rendement? Ça, c'est une bonne question technique. Waouh. En fait, Et- vous l'avez vu ici. et en 30 secondes. Donc, la réponse est non. Et par ailleurs, le lissage de la tension est extrêmement fin, puisqu'en fait, on est en train de ramener de l'ordre de 5 volts, 6 volts autour de la normale. Donc, en fait, on est sur des réglages à la marge sur cette expérimentation. Et il faudrait voir dans d'autres cas si on est obligé de faire des rattrapages beaucoup plus larges. On peut peut-être juste ajouter, puisque en fait, cette expérimentation a été faite sur la centrale solaire dont nous sommes investisseurs sur le projet, puisqu'on joue en fait plusieurs rôles, vous avez bien compris. Et effectivement, la seule électronique embarquée dans le cadre d'une installation solaire photovoltaïque, l'onduleur, hein, bien évidemment, a permis de faire jouer cette loi de régulation sans aller chercher d'électronique de puissance supérieure. Donc ça veut dire qu'on peut le faire à partir de l'électronique embarquée dans le cadre d'une installation classique. C'est aussi un élément important du point de vue technique. Merci beaucoup. Voilà. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants. Merci. Enfin, bref.